Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. Au menu du soir, une arrivée, celle de Kylian Mbappé, dont le transfert au Real Madrid doit être officialisé ce lundi soir. Kylian Mbappé, dont la présence aux Jeux Olympiques cet été reste pour l'heure de l'ordre du très hypothétique. C'est ce qu'a rappelé ce matin Thierry Henry, qui a présenté une pré-liste de la sélection olympique française. Qu'attendez-vous des Bleus lors des JO? Ça sera notre deuxième débat de la soirée. Kylian Mbappé qui ne sera pas la saison prochaine la tête d'affiche de la Ligue 1, notre championnat dont les droits télé sont toujours à vendre à 2 mois de la reprise. Est-ce vraiment inquiétant et quelles solutions sont envisageables? Nul doute que vous avez votre avis sur la question, comme d'ailleurs nos chroniqueurs et notre invité que je m'empresse de vous présenter. C'est l'heure du casting du soir. Benjamin Krief est avec nous. Salut Benjamin. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, ton joueur du week-end. Mon image du week-end. Ton joueur du week-end. Ah, mon joueur du week-end. Alors tu me prends un peu de course, que je voulais parler de la victoire des U19 du Paris Saint-Germain qui sont qualifiés pour la finale du championnat, comme tu le sais, face à Marseille. Marseille qui avait gagné la Gambardella. Et je voulais mettre un petit peu en avant ces jeunes du PSG, parce qu'on parle beaucoup du PSG sous l'angle star et un club qui serait démuni d'histoire, de cœur, etc. Donc ça fait plaisir de voir des jeunes qui travaillent bien avec Zoumana Camara à leur tête. Voilà, j'étais heureux de voir ça. Est-ce qu'il y a un joueur parmi ces jeunes parisiens? Mayoulou qui a signé en plus son contrat pro, qui a marqué samedi soir, donc c'est un joueur à mettre en avant et sans doute fait partie lui aussi de l'avenir du PSG, on espère. C'est le symbole. David Guzman est également avec nous ce soir. Salut David. Salut. David, ton regret du week-end. Mon regret du week-end? Ouais. Ah, c'est pas facile parce que je m'attendais à ce que tu me poses la question sur un joueur. Mon regret du week-end. Alors, mon regret du week-end, je sais que moi je suis supporter des Girondins. Et mon regret du week-end, c'est avant d'arriver, c'est la finalisation de la vente de l'AS Saint-Etienne, qui a un peu le même profil, un club de Ligue 2, aux finances brinque-ballantes, à une masse salariale démesurée, avec des dettes très importantes, et de voir que eux ont trouvé le Père Noël en été avec Larry Tenenbaum et Ivan Gazidis, et que Gérard Lopez, pas de jalousie, mais Gérard Lopez cherche toujours un investisseur minoritaire, majoritaire. Donc c'est vrai que les voir remonter en Ligue 1 au bout de 2 ans et trouver un investisseur sérieux, c'est un petit pincement au cœur. Notre invité ce soir a été journaliste sportif, directeur des sports du groupe Canal, avant d'être directeur général du groupe L'Équipe, puis du PMU. Il dirige aujourd'hui la société The Fellow Company, dont il est le fondateur. On est ravis de le recevoir à nouveau dans Classico. Bonsoir Cyril Linette. Bonsoir Serge, mais j'attends la question maintenant. Et oui. Du coup, je suis très fébrile. Bonsoir à tous. Oui, ça va très bien. Cyril, quelle image avez-vous retenu de ce week-end et de ce jour de lundi sur la planète? C'est plus facile pour l'invité. Il est toujours failli avec l'invité. Toujours plus facile. Après, si vous avez des regrets, vous pouvez les exprimer. Non, parce que j'allais dire justement pas le Real Madrid. L'image, c'est que j'ai été à la télé au coup de sifflet final lors de la victoire du Real Madrid. Non pas que j'ai le moindre problème avec le Real Madrid, mais vous n'êtes pas supporter du FC Barcelone. Non, mais j'ai rien contre, rien pour. Enfin, j'ai regardé le match avec une passion relative. J'ai presque été plus ému par Auxerre Saint-Etienne hier soir. J'ai regardé le match Real Madrid-Dortmund avec une passion relative. J'étais absolument certain que le Real gagnerait. C'est tout à fait estimable et méritoire de leur part, mais quand ils ont gagné, ça m'a donné à peu près autant d'émotion que un match de championnat banal. Et la remise de la coupe pour la xème fois du Real Madrid, j'ai pas regardé. Donc l'image du week-end, c'est de ne pas avoir regardé la remise de la coupe de la finale des champions. Ouais. Pareil pour vous, messieurs Benjamin et David. Voilà. Ah non, moi c'est le son du week-end, c'est entendre Captain Larquet, Jean-Michel Larquet fondre en larmes en fait quand il au coup de sifflet final. Ouais. Alors j'étais en voiture quand je l'ai entendu et j'avais un nœud dans la gorge. Je trouve que ce son absolument magnifique, parce qu'il a même dit qu'il ne s'attendait même pas de son vivant à revoir Saint-Etienne en première division. Benjamin, sur ce que nous disait Cyril sur la non-surprise de la victoire du Real Madrid. Mais c'est vrai que Cyril a raison, on avait un sentiment un peu détaché de cette finale, il a complètement raison. Fatalité. Ouais, c'est ça, moi j'ai beaucoup apprécié le Borussia Dortmund en première mi-temps, et pendant le match... pas cru. Ouais, mais pendant le match, je suis devenu un peu supporter du Borussia, puis je voulais bien que Paris aussi ait perdu contre le vainqueur. Ouais, mais on n'y a pas cru. Et au final, la victoire, en fait, tu te dis que c'est une sorte de fatalité et que... Ils ont une action sur le poteau, il y a hors-jeu, après ils ont quelques occasions, mais on sait que... Voilà, non mais tout à fait. C'est un peu les Allemands des années 80 en sélection. On a vu ça à la fin. C'est surtout qu'on a vu le Real jouer comme ça 100 fois, ce qui est extraordinairement méritoire. Je ne voudrais pas qu'on enlève le moindre mérite à la fois au management. Moi j'ai trouvé Leipzig bien meilleur que Dortmund contre le Real par exemple. Et parce que je pense qu'en 8ème, tu as peut-être une petite chance, mais en finale.
bon, quand t'es pas Manchester City et encore. Merci à vous de nous suivre notamment sur YouTube et de commenter nos contenus sur X, Instagram et TikTok. Classico saison 4 épisode 119. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Yann, comment ça va? Bien, c'est en forme? C'est aujourd'hui que c'est annoncé là? Vous venez d'entendre ce court échange ce matin à Clairefontaine entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, dont le transfert doit être officialisé ce soir par le Real Madrid. Il vous manque peut-être, chers amis et chers auditeurs, le visage amusé d'Emmanuel Macron face à la réponse de l'attaquant parisien. Cyril Linnet, d'abord, votre réaction à cette petite scène? Pour le coup, c'est une de plus. Il y en a beaucoup. Je trouve que là, je pense que je vais rejoindre un peu l'avis général, mais Kylian Mbappé est un joueur absolument formidable. Sa dernière année a été un peu plus difficile parce que j'ai quand même le sentiment qu'il est dans une sorte de telenovela un peu permanente. Il est un peu sur toutes les balles. On le retrouve limite au salon d'agriculture et puis après, il est un peu partout, explore dans la République, invité à tel dîner. Voilà, on a quand même le sentiment que ces derniers mois sont un peu corrélés à une forme de dispersion du personnage et que le personnage a un peu glissé du football vers quelque chose d'un peu plus public. Avec un impact sur son rendement sportif ? Clairement. Alors je pense que c'est pas la seule raison. Je pense que ses relations sinusoïdales avec le Paris Saint-Germain, pour ne pas dire plus, sont probablement jouées. Mais j'ai un peu le sentiment quand même que il est temps que tout ça se termine et que Kylian, et je suis pas sûr qu'il soit en état de faire un très bon Euro. Je souhaite pour l'équipe de France, je pense que sans lui, on aura du mal à aller très loin, mais j'ai un peu du mal à le croire. Il faut quand même souhaiter pour Kylian Mbappé que tout ça soit derrière lui, que l'année prochaine, il redevienne avant tout un footballeur, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on le voit tous les jours quelque part ailleurs, dans quelque chose qui dépasse largement son statut de footballeur, dont il n'est peut-être pas forcément responsable, mais que tu payes quand même à un moment ou à un autre. Il est dans une espèce de marmite en permanence. Mbappé qui a changé cet après-midi sa bio sur les réseaux sociaux en enlevant le nom du PSG. Ah, j'avais pas vu ça. Voilà, ça vient de tomber. Je sais pas si vous êtes d'accord ou ce que dit Cyril, effectivement, tout à fait raison sur le constat, mais effectivement, tu dis quelque chose. Est-ce que c'est de sa faute ? Est-ce que c'est de sa faute ? Il va manger avec ses copains à Cannes, ça fait la une de tous les journaux. Tu as raison, il est invité à l'Élysée. Il n'est pas obligé d'aller manger avec ses copains à Cannes. Il n'est pas obligé d'aller au Festival de Cannes quand même. Oui. Enfin, la Riviera est assez grande. On en a eu le débat, mais en tout cas, ses moindres faits et gestes aujourd'hui sont évidemment disséqués. Il est devenu une star interplanétaire et je ne suis pas sûr que quand il va aller au Real Madrid, ça va disparaître. Aujourd'hui, il est en France, il est français, il est le symbole, j'allais dire du football français, mais même plus généralement du sport français, voire même d'une certaine réussite de la France. Donc tous ces moindres faits et gestes en France sont disséqués. Ça sera obligé de changer. C'est pas que de sa faute. Mais le football va devoir redevenir sa pure priorité. Et l'Espagne est beaucoup plus habituée au védétariat que la France. Là, Mbappé, c'est le plus grand joueur français ayant joué en championnat de France. C'est-à-dire qu'une aura, et en plus décuplée par les réseaux sociaux, personne n'a eu à gérer ça. Le second joueur français aussi important à avoir joué en championnat de France, c'était Papin. Mais Papin, en fait, médiatiquement, c'était rien. C'était un autre temps aussi. C'était l'association avec sa fille, mais sinon c'était tout. Zidane n'était pas encore Zidane quand il jouait au Girondins de Bordeaux. C'était aussi un autre temps. Sans Instagram, etc. Ça joue beaucoup. C'était une autre époque. Mais surtout, je pense que pour la première fois dans sa carrière, qui est une carrière remarquablement gérée par lui et son entourage, il a avalé une bouchée qui était trop grosse pour lui. En se mettant la pression, en envoyant la lettre pour ne pas prolonger. Donc officialiser sa rupture avec le PSG. En se mettant volontairement à l'écart, en refusant pertinemment et à de multiples reprises d'annoncer son choix de club, qui pourtant perturbait et l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. En se mettant en scène de cette façon-là, on a vu que, footballistiquement, il a été un peu mis à l'écart parce que le PSG devait prévoir la vie sans Mbappé. Médiatiquement, c'était un fardeau très lourd parce qu'à chaque fois qu'il allait en conférence de presse, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG, à chaque fois, on lui rappelait à son choix. Et surtout que tu n'as aucune marge de manœuvre. Parce que c'était un mauvais choix de rester au Paris Saint-Germain, Cyril ? Oui, objectivement, très probablement. Et d'ailleurs, il l'a lui-même dit en disant « Je ne suis pas resté pour le PSG, mais parce qu'il y avait la Coupe du Monde au Qatar. » Donc oui, je pense qu'il a perdu 2 ans. Je pense que le PSG a perdu 2 ans. Je pense que tout le monde a perdu du temps dans cette histoire. Attention, moi je pense que je rejoins David sur le fait que Mbappé est le plus grand joueur que le Paris Saint-Germain ait jamais connu. Et je pense que si la relation se termine aussi mal, la responsabilité, elle est partagée.
PSG. Bien Enfin, sûr, elle est quand même surtout, de mon point de vue, de l'ordre du management du Paris Saint-Germain qui s'y est pris quand même avec Mbappé de manière à la fois extrêmement naïve, tour à tour très virulente, ainsi de suite. Et y compris au niveau du divorce, on parle en ce moment de la question des primes. On n'a pas de confirmation. Enfin, mais c'est pathétique, cette question de primes. Je ne crois pas forcément tout ce qu'il a écrit, mais en tout cas, globalement, le PSG l'a mal géré à plusieurs reprises. Et donc, moi, j'ai plutôt toujours pensé que lui, de son côté, était resté droit dans ses bottes. Mais je suis d'accord avec David, sur cette dernière année, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une forme de mise en scène un peu trop appuyée, qui pour moi nous épuise et l'épuise sans doute un peu. Bien et sûr. j'ai hâte de le voir retrouver sa légèreté, y compris sur le terrain. S'il est moins léger sur le terrain, je pense que c'est parce qu'il est moins léger dans sa tête et que tout ce cirque là derrière, voilà, cette espèce de caravane qui le trimballe un petit peu partout, lui pèse. Et du coup, on a perdu, pour moi, depuis en gros la finale de la Coupe du Monde, quoi. Voilà, la dernière année et demie de Mbappé, on a perdu une partie de sa fraîcheur, alors que c'est quelqu'un de plutôt frais à la base. On sait qu'il est assez spontané, qu'il a une communication très facile avec les enfants, qu'il a un bon contact et tout, mais là, on a quand même le sentiment. Ouais, je pense que voilà, mais c'est parce qu'il est rentré dans... d'ailleurs, quand Non, mais la fraîcheur dont vous parlez, effectivement, je pense qu'elle a disparu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Depuis la finale de la Coupe du Monde, tout à fait, et depuis le fait que c'est devenu, encore une fois, comme tu l'as dit, le meilleur joueur de l'histoire avec le PSG, avec la difficulté de porter le brassard en équipe. La France. Mais bien sûr, avec la difficulté de porter les discussions avec Macron, tu en parles quand tu es invité à un dîner d'État avec l'émir du Qatar, tu n'es plus un simple joueur de foot. Donc évidemment que derrière, tu as le poids dont tu parles sur les épaules. Est-ce qu'il va, en tout cas, le fait de partir de la France va sans doute permettre un peu d'alléger le sac à dos, parce qu'il sera loin, parce qu'il va intégrer un club qui pour le coup est plus grand que tout. Qu'est-ce qui va changer justement en termes de gouvernance, Benjamin, David et sa popularité sera plus grande à mon avis, parce qu'il sera plus au PSG. Donc en France, il sera indiscutable tant que tu es dans un club en plus très clivant comme le PSG. Bon, il a énormément d'admirateurs. C'est le joueur le plus populaire en France. C'est le club le plus populaire en France aujourd'hui, le PSG. Mais enfin, globalement, il a aussi pas mal de détracteurs, y compris dans la presse d'ailleurs. Il y en a énormément dans les émissions. Ça fourmille de gens qui refusent de reconnaître les mérites de Mbappé. Je me souviens pendant la Coupe du Monde, je participais à quelques émissions. C'est comme s'il était pour rien dans ce que l'équipe de France se réalisait. Donc tout ça va disparaître. Il va jouer au Real Madrid. Donc tout le monde va le trouver formidable. Toute la presse française va le trouver formidable. Tout le public français va le trouver formidable, puisqu'on le verra moins. On le verra sous le maillot de l'équipe de France. Donc déjà, ça va être plus facile à porter pour lui. Et puis en Espagne, il n'aura pas, entre guillemets, le président de la République sur le dos toutes les 5 minutes. Moi, je pense qu'il va s'alléger et qu'on va voir enfin, effectivement, peut-être quel impact réel il peut avoir. Parce qu'il a quand même choisi, moi ça me frappe, a priori, le pire challenge possible. Il a choisi d'épouser son rêve de gosse. Bon, il entre quand même dans une équipe, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va s'imposer, qu'il sera très bon, enfin, qui ne peut faire que moins bien dans les saisons qui viennent. Qui peut ne pas imaginer que le Real, qui vient de gagner 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières années, puisse ne pas gagner les 3-4 prochaines. C'est tout à fait possible. Le foot est un sport aléatoire. C'est très aléatoire quand même de réussir à gagner 6 fois sur 10 en termes de probabilité. Surtout que c'est un tournoi. Voilà, c'est un tournoi, il n'y a qu'un vainqueur, il y a quand même des poteaux, il y a des arbitres, même s'ils sont souvent en faveur du Real, mais globalement, ça peut tourner. Le Real peut être très fort pendant les 4 prochaines années, ou les 5 prochaines années, et ne pas gagner la Ligue des Champions. C'est tout à fait possible. Donc, il va quand même à l'endroit où ça va être le plus difficile de faire au moins aussi bien que ce qu'ils ont fait cette année. Ça dit quelque chose de son état d'esprit aussi. Il n'est pas parti dans un club où il va être la star absolue comme Neymar qui est venu au PSG pour gagner le Ballon d'Or, il n'a pas vraiment réussi. Là, c'est un vrai démarche où, comme tu l'as dit, il va rejoindre son club d'enfance. David, en termes de gouvernance aussi, il quitte la maison du Paris Saint-Germain pour entrer dans une très grande maison avec une direction extrêmement forte, extrêmement claire aussi. Ça va lui changer, ça va lui faire du bien. Ça va arrêter d'être juste le CEO de Mbappé et compagnie et ça va devenir un joueur. Mais ce sera la star du Real. Moi, je crois pas que ce sera la star du Real. Il sera au-dessus de Vinicius, comme Cristiano Ronaldo. Pas au-dessus de l'institution, mais après, tu sais, ces histoires d'institutions, c'est toujours chez les autres, les institutions. C'est qu'on jalouse toujours l'institution des autres. Mais au final, quand les joueurs représentent quoi, 80-90% de ta masse salariale et 80-90% de tes actifs, c'est le joueur qui décide. À la fin, c'est le joueur qui décidera. Ronaldo a longtemps commandé le vestiaire. Messi a longtemps commandé le vestiaire. Le Bayern, c'est le FC Hollywood. Ouais, mais là, tu arrives avec effectivement un vestiaire qui a déjà gagné sans lui depuis avec ce qu'on a vu en Ligue des Champions. Mais il peut pas lui arriver. Mais c'est un club qui a géré Beckham au moment de la Beckham Mania. C'est un club qui a géré Ronaldo, qui a géré Roberto Carlos, qui a géré Cristiano Ronaldo. Ils savent faire. Ils savent gérer en fait les égos. Ils savent gérer la résonance médiatique. Mais moi, j'ai vraiment hâte qu'il arrête d'être le CEO de la Mbappé compagnie
et qu'il redevienne juste le magnifique joueur de foot qu'il est. Et du point de vue de l'équipe de France et de Didier Deschamps, il était temps que ce transfert soit officialisé pour bien se préparer à cet Euro avec les premiers matchs amicaux cette semaine, puis l'entrée en matière le 17 face à l'Autriche. Oui, je pense que Didier doit être effectivement soulagé que tout ça soit terminé. J'ai le sentiment que le management, pour parler management de Mbappé en équipe de France, a jamais posé de problème à Didier Deschamps. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Il l'a mis comme capitaine. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça. Mais enfin, s'il l'a mis comme capitaine, c'est quand même lui qui décide. Et c'est qu'a priori, il avait ses raisons. Il a construit l'équipe autour de lui. Ouais. C'est extrêmement clair tactiquement. J'ai vraiment l'impression que le cas Mbappé en équipe de France, il est à la fois le joueur décisif et un joueur comme un autre. On n'est pas dans l'Mbappé compagnie. Donc, non, je suis complètement d'accord. C'est beaucoup plus fluide, je trouve. Je suis complètement d'accord. Non, il l'a mis au cœur de tous les circuits de jeu. C'est-à-dire que tout est fait pour que Mbappé soit à la fin des actions en équipe de France. Je pense que c'est ce qu'il demandait notamment avec le PSG, avec le pivot gang, où il pense que c'était pas vraiment dans les circuits préférentiels. Mais la dépendance n'est pas trop forte. En fait, mais Didier Deschamps, s'il a vraiment un avantage, une qualité, c'est que humainement, il sent les joueurs, il sent son groupe. Non, mais s'il a une qualité, Didier, c'est que c'est un manager. Exactement. Un manager. Il pourrait être manager d'entreprise, Didier Deschamps. Un manager, c'est quoi un manager ? C'est quelqu'un qui n'a pas d'ego. Exactement. Qui a très peu d'ego. L'ego est le pire ennemi du manager. Et il sait identifier les talents. Voilà, exactement. Identifier, développer les talents. Le pire ennemi d'un manager dans n'importe quelle boîte, que ce soit une boîte du CAC 40 ou sélectionneur de l'équipe de France, c'est son ego. Alors, pensez un peu aux dirigeants dans les clubs français où parfois l'ego est quand même extrêmement mal placé. Et dites-vous bien que c'est sans doute souvent l'une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. C'est pas le cas de Didier Deschamps, c'est pas son sujet. Lui, il a vu Mbappé à 18 ans, il s'est dit celui-là, il est fort, ça va être mon joueur décisif, je vais construire l'équipe pour le mettre en valeur. Point barre, qu'il soit médiatiquement au-dessus de lui, peu importe. Mais surtout, de ce point de vue-là, et de manière un peu comparative, Luis Enrique et par ailleurs Carlo Ancelotti, mais parce qu'ils sont pas dans le même espace-temps. Ils sont pas dans le même espace-temps, c'est-à-dire que Luis Enrique, il peut se permettre de prendre des chemins de traverse pour aller vers le succès, d'imposer sa méthode. Didier Deschamps, il a 6, 7, 8 matchs pour aller vers le succès. Le chemin le plus court vers le succès, qu'est-ce que c'est ? C'est de mettre Mbappé en valeur et de le mettre en valeur. Et dans le groupe, et sur le plan managérial, de le nommer capitaine, et sur le terrain. Ils sont pas dans le même espace-temps, Luis Enrique et Deschamps. Et si on le compare à Ancelotti, avec son style un peu madré, mais Ancelotti, il a résumé ce qu'est un manager quand il a dit quelques jours avant la finale ou la demi-finale, il a dit moi il y a des entraîneurs qui chamboulent tout le temps et qui font beaucoup de mal. Moi je fais partie des entraîneurs qui ne font rien en fait. Et moi j'en fais, mieux je me porte et mieux l'équipe se porte. C'est évidemment une boutade, c'est une manière de dire, mais ça montre bien effectivement ce qu'est un manager tout en touché, capable d'agir sur les choses sans le faire de manière trop démonstrative. Est-ce que Luis Enrique répond à cette définition ? Non, alors Luis Enrique ne répond pas à la il définition. Il est entraîneur, il n'est pas manager, il est entraîneur. Il est meneur d'hommes. Pour moi, il n'a pas les codes d'un patron dans une entreprise. À part qu'il a un sujet quand même positif, je trouve, c'est qu'il est corporate. Il a été corporate sur le PSG avec le cas Mbappé. À chaque fois, il a fait entre guillemets ce qu'on lui a demandé de faire. C'est pas Thomas Tuchel, quoi, qui a un peu le même tempérament, mais qui passe son temps à critiquer Savonner la planche de ses dirigeants. Moi, j'aime bien Thomas Tuchel, mais ça peut pas être un cadre d'entreprise. Vous pouvez pas, quand vous êtes cadre d'entreprise, à chaque fois que vous prenez la parole, dire du mal de vos patrons. Luis Enrique, de ce point de vue-là, il est corporate. Après, je le vois plus dans un registre de meneur d'hommes que dans un vrai registre de manager. Benjamin, sur la question des primes, alors des primes de la saison précédente et les primes aussi qui concernent la prolongation de Kylian Mbappé, donc c'est notamment fait l'équipe en tant que professionnel des primes du droit, du travail, comment tu vois les choses. Cette question est assez dingue. Enfin, il faut savoir si cet engagement a été pris et formalisé quelque part. C'est ça la question. Est-ce que ça a été formalisé dans les contrats de travail ? Dans les contrats de travail, il y a des primes individuelles. Là, on parlerait de primes collectives. Est-ce qu'elles ont été prévues au contrat de travail ? J'ai lu que c'était à l'oral. Si la réponse est oui, tu dois évidemment verser les primes. Il n'y a pas de sujet. Alors, je vais quand même pas conseiller aux joueurs du PSG d'aller au conseil de prud'homme de Paris en référé pour obtenir le paiement de la prime. Ça va faire sourire tout le monde. Mais si la prime est contractuelle, tu dois la verser. Alors après, si elle n'est pas contractuelle, quel est l'engagement ? Un engagement oral, évidemment, ça n'a aucune valeur. Est-ce qu'il y aurait peut-être un engagement qui aurait été pris devant d'autres personnes qui pourrait permettre d'aller chercher une sorte d'obligation ? Voilà, ça me paraît très, très, très délicat. Mais à l'oral, ça vaudrait pas grand-chose. Non, ça vaut absolument rien. Après, ce qui paraît assez particulier, c'est le point qu'on a entendu sur Kylian Mbappé, une sorte de compensation qui aurait été faite entre la prime qui lui finalement aurait été versée, la fameuse prime de 80 millions, qui aurait été versée par le Real finalement, et les deux derniers salaires qui ne lui auraient pas été versés. Là, on nage en plein n'importe quoi. C'est illégal. Non, mais c'est complètement illégal.
une seule La seconde. compensation financière en droit du travail est très encadrée, ça ne peut porter que sur une infime partie du salaire. Le salaire ayant une nature de créance alimentaire, tu dois évidemment la verser et tu ne peux faire cette compensation que sur une infime partie du salaire. Là, c'est 80 tout à fait millions d'euros, logique. apparemment. Non, mais ça n'existe pas, donc soit c'est un monde de fous, soit c'est absolument fou. Pourquoi le PSG n'a pas démenti? Parce que ça peut les mettre en Parce difficulté que je pense dans la que procédure. ce que j'ai lu aussi, et c'est ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être une négociation qui se fait d'avocat à avocat, qui est donc confidentielle. Voilà, donc c'est Et pas le moment de le répondre. PSG ne peut pas settlement, interférer en dans fait, cette négo. ouais. Voilà, je pense Ouais. que c'est comme ça. Le PSG aurait peut-être tenté effectivement de ne pas verser la prime, ce qui aurait ouvert le salaire, justement, pas la prime. Et il y a peut-être une négo qui s'ouvre entre avocats. Mais ça paraît quand même être un monde de dingue. Effectivement, on parlait d'Mbappé, son comportement, etc. Là, l'autre partie a un comportement qui est aussi complètement ahurissant pour l'avocat en droit du travail que je suis. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un auditeur nous rejoint. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Salut Benjamin. Et merci d'être avec nous. Ton regard sur cette annonce donc, de l'officialisation du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid juste avant l'Euro. Il était temps. Il était temps que ça arrive et c'est très bien. Je pense que le timing est bon et au moins comme ça, il sera complètement libéré et j'espère que ses performances pour l'Euro seront au top comme on l'attend et en réalité, donc tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Ça sera son rêve qui se réalise et c'est très bien. Benjamin, tu es supporter du Paris Saint-Germain. Il va beaucoup manquer au club de la capitale la saison prochaine, notamment en Ligue des Champions. Alors, en tant que vrai supporter et amoureux du football, bien sûr, on ne peut pas dire aujourd'hui que Kylian Mbappé ne nous manquera pas, ne serait-ce que par rapport à ses exploits individuels, que par rapport à l'aura qu'il avait, etc. Mais je le dis depuis longtemps maintenant à mes amis, on a eu un avant Kylian Mbappé au PSG, il y aura un après Kylian Mbappé au PSG, et ce qui va nous manquer pendant la Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, regardez, Benzema est parti du Real Madrid l'année dernière, pour autant aujourd'hui, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc j'espère Comparaison qu'on osée. aura la même... Ils n'avaient pas exactement le même âge Comparaison au moment de osée. leur départ. Quand même. Comparaison osée, mais oui. Mais pourquoi pas, à un moment donné, les joueurs ne sont pas éternels, et si on se dit que parce que maintenant Kylian Mbappé n'est plus au PSG, on n'a aucune chance en Ligue des Champions, autant ne pas la jouer. Je pense qu'aujourd'hui, Luis Enrique est en train de construire un vrai collectif. J'attends de voir maintenant au mercato les joueurs qui arriveront, et puis après, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis content sur le fait que ça ne devienne plus une obsession, cette Ligue des Champions. Il faut se laisser le temps. Là, aujourd'hui, on est arrivé avec une équipe qui, à la base, n'était pas taillée pour jusqu'en demi-finale. On aurait pu aller jusqu'à la finale parce que je pense qu'on le méritait, mais il n'y a pas eu, en tout cas, ce petit déclic, cette envie, et puis on a eu beaucoup de malchance, surtout avec tous les poteaux. Mais je pense que on y arrivera, et sans Kylian Mbappé, de toute façon, on n'a plus le choix, mais je pense qu'on y arrivera. Mais pour répondre, en tout cas, pour poursuivre un peu cette réflexion avec Benjamin, sur l'intégration de Mbappé au Real Madrid, on dit que le groupe du Real vit très bien, en harmonie, ça a beaucoup été répété depuis samedi soir. Comment le manager qui est Carlo Ancelotti va-t-il parfaire cette intégration pour qu'il n'y ait pas de discorde entre des joueurs double champions d'Espagne et d'Europe et la nouvelle arrivée qui arrive comme une immense star? Je pense que le Real Madrid va le gérer naturellement. La grosse différence entre le Real Madrid et le PSG, c'est que le management, c'est quelque chose de naturel. Donc Mbappé va arriver, va rentrer dans l'équipe, Ancelotti va adapter son équipe, il y a un joueur qui sortira du 11, et puis après, il décidera s'il a envie de rester ou pas, et il n'y aura pas de déclaration. Moi, ce qui me gêne toujours avec le PSG, c'est, l'auditeur l'a dit, je reviens sur le PSG, mais l'erreur fondamentale du PSG depuis 2011, c'est d'avoir dit on veut gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans. C'est une erreur catastrophique en fait, parce qu'en se mettant dans cette position-là, le PSG a démonétisé par avance tout ce qu'il a fait derrière. C'est-à-dire devenir, ce qui était très loin d'être le cas, le meilleur club français. Il fallait commencer par ça en termes d'affichage. On n'affiche jamais, quand on prend une entreprise, un objectif complètement lointain, extrêmement compliqué, aléatoire, parce qu'il n'y a pas qu'un vainqueur. On commence à dire, on arrive en 2011, on dit voilà, on va faire du PSG, le meilleur club français, on va faire en sorte qu'il soit un acteur européen de premier ordre, on va développer une marque internationale, et j'espère qu'un jour on sera récompensé par la couronne européenne. Donc on est sur 2-3 ans en termes d'objectifs. Mais non, mais on est sur 5 ans. Voilà, notre objectif, c'est de devenir le meilleur club français et une grande puissance
licence européenne et une marque mondiale. Tout ça, le PSG l'a fait. Mais on n'a jamais comptabilisé ça vraiment comme un succès, puisque la première déclaration du PSG qatari, c'est de dire on veut gagner avec des champions dans les 5 ans. C'est ce qu'avait fait aussi Franck McCourt en arrivant à Marseille avec Jean-Claude Godin. C'est encore plus loupé. Mais les deux sont loupés parce qu'on démonétise avant même de commencer tout le travail qui a été fait derrière. Le PSG était 10e du championnat quand le Qatar est arrivé. Donc, devenir le meilleur club français, c'était pas très dur avec les moyens déployés. Mais enfin, c'était pas fait quand ils sont arrivés. Devenir un club européen qui compte, c'était très très loin d'être le cas. Devenir une marque mondiale comme l'est le PSG aujourd'hui, c'était absolument pas le cas. Surtout qu'ils mais tout ça a été démonétisé. Ils sont rapidement installés dans les 16 meilleurs clubs d'Europe. C'était très bien. Vous très rapidement passé les poules, très rapidement fait des parcours en Ligue des Champions, avec des recrutements qui au début étaient un peu limités parce que le fair play financier a rapidement frappé, rapidement venu encadrer tout ça. Donc moi je suis d'accord avec Cyril. Et pour finir, pardon, mais après il y a eu les stars, puis maintenant on prend plus de stars, mais ça veut rien dire on prend plus de stars. Le PSG n'a pas besoin de prendre des stars ou de pas prendre des stars, il a besoin de prendre des bons joueurs. Il a besoin de prendre des bons joueurs pour perfectionner son 11 et puis son banc. Il n'y a pas de déclaration de politique générale. Maintenant on veut des joueurs d'Île-de-France. Tout ça ne sert à rien en fait. Ça ne fait que phagocyter le management. Ça répond à une musique qu'on entendait au moment où il y avait Neymar, Mbappé, Messi. Tout le monde réclamait ce recentrage sur moins de stars, plus de jeunes, plus de Parisiens. Le management du PSG n'a fait que répondre à cette petite musique qui courait. Mais ça dure rarement très longtemps. On veut toujours à un moment donné que les stars reviennent. Ça fait partie de l'ADN du PSG aussi. Mais Paris, il faut des stars. Évidemment qu'il faut des stars. Il faut des stars. T'as la dernière star, c'est Mbappé. Il nous faut d'autres stars, voilà, et conjugué avec des joueurs du collectif, des plus jeunes dont on a parlé précédemment, c'est obligatoire d'avoir des stars. Le Real ne dit rien, il n'annonce pas de Champions Project, il n'y a rien, le Real. C'est saison en fait. Sur le Real, c'est ça que je voulais dire sur le Real. Benjamin après notre auditeur. Vous avez entendu à la fin du match les interviews de Tchouaméni et de Camavinga où on leur demandait c'est quoi le secret, quoi. Et ils disent quand vous arrivez au Real Madrid, vous faites le tour des installations et vous avez cette salle où vous avez toutes les Ligues des Champions qui sont au mur. Et là, tu comprends, tu prends la dimension de là où tu arrives. Donc pour revenir sur Mbappé, il aura comme tout le monde ce déclic de se dire je suis dans un club incroyable. Et encore une fois, une dernière chose sur l'arrivée de Mbappé, tu parlais des éventuels problèmes et autres, mais je pense que tous les joueurs du Real Madrid sont ravis de voir arriver le meilleur joueur de la planète. Quand t'es joueur de foot, ce que tu veux, c'est gagner, avoir la meilleure équipe possible. T'as le meilleur joueur du monde qui arrive, Vinicius, etc. sont ravis de le voir arriver. Tu le penses aussi, Benjamin ? Non, parce que moi j'entends beaucoup de choses et là, moi j'ai juste une question. Quand Mbappé il va arriver, vous le relevez qui est-ce qui aujourd'hui mérite d'être sorti du 11 du Real Madrid avec la série qu'ils ont fait et puis la force, le collectif qu'il a aujourd'hui sous ses ordres Carlo Ancelotti? Vous voulez enlever qui? Il va jouer en 4-2-3. Il va jouer en 4-2-3 avec Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Il va jouer avec un double pivot. Il va jouer avec un double pivot, que ce soit, je pense que c'est avec Valverde, Tchouaméni, avec Camavinga qui va s'introduire. Mais vous, je pense. Il doit jouer. Moi, je suis désolé. Je lui souhaite beaucoup de bonheur à Mbappé, mais honnêtement. Aujourd'hui, je suis assez sceptique sur l'équilibre et je ne suis pas certain que sa première saison au Real Madrid. On disait ça à City avec Haaland et regarde, ils gagnent la Ligue des Champions quand ils arrivent. Pour conclure avec Benjamin. Il y a aujourd'hui beaucoup de très bons joueurs qui sont peut-être intrinsèquement beaucoup moins forts que lui, que ce soit techniquement, en vitesse, etc. Mais en tout cas, dans le collectif, pour moi, aujourd'hui, Mbappé, sur sa première saison, je ne suis pas certain que ce sera une grosse réussite. Peut-être me tromper. Les supporters du PSG, c'est quand même sacré. T'allais se terminer. Benjamin, je t'en prie, termine. Je disais juste que la première saison de Mbappé, je ne suis pas certain que il aura ce déclic, etc. Enfin, à un moment donné, ce n'est pas qu'une histoire de ça. Le déclic, c'est un tout. Je pense que le déclic, c'est pas uniquement la vitrine, c'est aussi le collectif et surtout le coach. Et ça, pour moi, en tant que Parisien, le fait de ne pas avoir eu plus longtemps Carlo Ancelotti en entraîneur, je suis certain qu'il était resté, qu'on lui avait laissé le temps. La chance, c'est qu'on n'avait pas eu encore une fois cette obsession de Ligue des Champions maintenant tout de suite. On en aurait eu au moins 2-3. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à très bientôt dans Classico. Messieurs, avant de jouer ensemble, un dernier mot. L'annonce est tombée cet après-midi. C'est Vinicius Junior qui a été élu meilleur joueur de la saison par l'UEFA, meilleur joueur de la Ligue des Champions, alors que Jude Bellingham a été sacré meilleur jeune. C'est incontestable et logique. Cyril, Linette, Benjamin. Oui, il est décisif dans tous les matchs. C'était une personnalité un peu discutable quand on n'est pas supporter du Real. Ballon d'Or, indépendamment de ce qui se passera à l'Euro. Non, il y a l'Euro quand même. Il y a l'Euro quand même. Il est bien placé, mais il y a l'Euro, il y a la Copa América, il y a encore des compétitions. Donc,
pour faire le lien avec le débat précédent, t'as pas hâte en tant que fan de foot de voir Vinicius et Mbappé ensemble. C'est avec Bellingham derrière, ça va être une équipe de feu. Alors comment il va les faire jouer, Ancelotti trouvera, mais c'est magique de voir cette équipe-là. Les deux ensemble, c'est incroyable. Rapidité, vitesse, percussion, mais ça va être incroyable s'ils arrivent à trouver comment jouer ensemble. Ça va être fou. Surtout que ça va être fou. Le banc, il y a quand même Arda Güler, il y a quand même Brahim Diaz, il y a quand même Rossellou, l'effectif, il trust tous les jeunes talents. Il y a Hendrick aussi qui arrive du Brésil, qui paraît qui est un phénomène. Messieurs, c'est l'heure de jouer. Alors comme parfaite transition pour notre prochain débat consacré à la pré-liste des Bleus pour les JO, présenté ce matin par Thierry Henry, je vous propose de nous rajeunir de près de 30 ans, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à l'été 96 à Atlanta et au milieu des publicités pour Coca-Cola, qui joue à l'époque à domicile, la sélection olympique française est dirigée par... Ça va être ça le quiz. Raymond Domenech. Ça va être ça le quiz. Ça va être ça. C'est un point ça. Donnez-moi. Non, sois gentil. Donnez-moi la liste complète de cette sélection olympique qui sera éliminée en quart de finale face au Portugal. Faut commencer. Il a bossé avant, c'est sûr. Regarde, il a bossé, tu lui as dit. Grâce au but en or. Il est trop content. Non, j'ai rien dit, j'ai pas dit. Alors gardien. Cyril d'abord. Cyril, c'est l'invité qui commence. Robert Pires. Robert Pires, c'est le point. Premier point pour Cyril. Dans les buts, non ? Pardon ? Bruno Martini, non. Ah oui, il est quasiment mort à l'époque, c'est bien, t'as raison, Benjamin, tu me déçois. Toi le spécialiste. Bertrand Demann aussi, Joël Batz peut-être. Ne soyez pas Robert Pires qui est alors à Metz, c'est bon. Florian Maurice qui est encore à Lyon. Il est au PSG. J'en ai aucun. 96. Je n'ai pas beaucoup non plus. Vikash Dorasso, il est là aussi, il est au Havre. Deuxième point pour Cyril. Benjamin, c'est 0. Alors, ça va le rester. Oumar Dieng. Oumar Dieng au PSG. Si, c'est une belle. Il y a des joueurs connus qui sont en équipe de France en 98. C'est ça que Deuxième point pour David. Alors, dans les cages, on a trois gardiens qui ont joué ou qui joueront au Paris Saint-Germain. C'est facile. Letizy, Canis. Premier point pour Benjamin. Cadeau ça. Cyril. Qui a joué ou qui ont joué. Voilà. Revo qui est au Havre. J'allais le dire. Et il y en a un qui est au PSG, qui est numéro 2. Casagrande. Non. Qui est numéro 2. Fernandez. Ouais, Vincent Fernandez. Et le point pour David, ça fait 3-2. Défenseur, on a un défenseur qui est à Montpellier, qui jouera à Bordeaux, un latéral. Avec les cheveux longs. Bonicel. Un latéral aussi qui jouera en Italie, qui sera Vincent Candela. Il va tirer au-dessus. Ouais, la mine qui va mettre. On a ensuite un défenseur qui est à Strasbourg, qui signera ensuite à Monaco. Excellent défenseur. Très Djetou. Martin Djetou. Le point pour Cyril, ça fait 5-3-2. Martin Djetou. Un Lyonnais maintenant, plus dur à trouver. Franck Gava. Non, un défenseur. Deux places Non. Delmotte. Non. Pas si défenseur. Laville. Bien joué. Florent Laville. Alors ensuite, c'est très dur. C'est Saint-Etienne et Bordeaux. Moi, je les avais oubliés. Vous le trouvez. Saint-Etienne. Patrick Valéry. Non. Attends, il joue quoi Défenseur. Je ne sais pas, je n'ai même pas regardé. C'est un défenseur. Saint-Etienne et Bordeaux. Attends, Patrick à Saint-Etienne et Geoffrey à Bordeaux. Geoffrey Toys. Voilà, Geoffrey Toys. C'est un Bordelais. Geoffrey Toys, j'arrête. Geoffrey Toys, j'arrête. Non, mais je reconnais, attends. Geoffrey Toys, j'arrête. Et Patrick. C'est pas Patrice Lestage, non? Patrick Moreau. Bon, milieu de terrain. Il joue à Bastien après. Guingamp. Coco Michel. Stéphane Carnot, le point pour David, ça fait égalité donc entre David et Cyril. Tu laisses même pas le temps de Benjamin, tu as 2 points. On a ensuite Dorasso, on l'a dit non? Dorasso, on l'a dit. On a un milieu de terrain qui est à Strasbourg, qui jouera en Italie avec les plus grands, qui est passé à la télé maintenant. Attends, qui est à Strasbourg. Dacour. Olivier Dacour, le point pour David. Messieurs, ça commence à être. Il y a combien là? J'ai moins Cyril. Oui. Cyril, quand même, c'est là. Il a 5 points. Et l'invité, il peut avoir 2 points. Il y a des bonus pour l'invité, c'est connu. Alors, on a 3 joueurs qui sont, donc 2 qui sont de futurs internationaux, qui ont joué. Marc Keller et pas Marc Keller. Henri. Non. Milieu de terrain. On a un futur champion de France. Qui a peut-être joué en Angleterre, mais je ne suis pas sûr. Et puis on a 2 très grandes stars de l'équipe de France. Au milieu de terrain. La Mouchi. Non, c'est vieux. Patrick Vieira, qui est à l'époque. C'est jeune, hein. Le Milan, il n'est pas encore arrivé à Arsenal. Mais avec cette équipe-là, on a fait un truc de merde. On est quart de finale, c'est grave. Contre le Portugal. Portugal de Figo. But en or. Donc ça fait, il en reste 2. Donc on a un Monégasque. Au milieu. Ouais. Sylvain. Legwinski. Bien joué, s'il est pas mal celui-là. Il est trop fort, Et donc on a un joueur qui joue à Nantes, qui va jouer à l'OM, qui va jouer au Real Madrid, qui va jouer à Chelsea. Claude Makélélé. Allez, c'est le point pour les 2. Cyril et David, il vous reste des attaquants. Donc on a Florian Maurice, Robert Pires.
très aigué, 96. Non. Attends, tu c'est me quoi? dis 98. Attends, j'ai pas entendu. Donc, Florian Maurice, c'est oui. Robert Pires, c'est oui. Henri. Ouais. Donc on a ensuite 4 joueurs dont un sera champion d'Europe. Il joue un rôle considérable. Wiltord. Sylvain Wiltord, c'est le point. Il est alors à Rennes. Il vous en reste 3. On a un joueur qui est associé Pierre-Yves au André. rock'n'roll. Pierre-Yves André, j'aime, mais c'est non. Il y a Frédéric Bastien. Vérel. Tony Rock'n'Roll Vérol, c'est le point. Pour Benjamin, c'est le 3e. Il en reste 2. Incroyable ça. Il en reste 2. Alors, un joueur qui a joué à Lille, qui est à Lille à l'époque, qui jouera à Lens. Sibierski. Antoine Sibierski. C'est 2 points ça. C'est bien joué, c'est bien joué. Et un dernier. Un dernier. Excuse-moi. Un dernier à Montpellier. Alors là, celui-là. Kader Ferraoui. Non. Mais non. Je sais pas, je tente. Il joue Kader devant. Ferraoui. Il joue devant. Ouais. Alors, et ça vaut 5 points. C'est lui qui. C'est pas ça vaut 5 points. C'est pas Habib Bamogo. Non. Non, pas du tout. Je sais même pas comment t'aider. Attends. Autre chose, il a joué ailleurs qu'à Montpellier. Je ne sais pas. Je peux chercher en même temps. Hein. Attends. Il a joué à Montpellier. Il a pas joué en équipe de France après derrière. Je ne sais pas ce qu'il a fait après. dur, ça. Ça me dit quel c'est. Christophe. Il s'appelle Christophe. Ah, mais attends, c'est Christophe Sanchez. Ah là là. Il Il est trop fort. Là, c'est- La victoire assez nette hein, de David. Vous êtes bien battu. Faut reconnaître, hein. mais Faut reconnaître. il est né en 96, je crois, non? Faut reconnaître. Allez, on enchaîne.